Wolodymyr Walter Stadnik était un motard et gangster canadien, connu pour avoir fait des Hells Angels le club de motards dominant au Canada. Wolodymyr Stadnik est né au sein d'une famille d'immigrants ukrainiens. À l'école primaire, il a modifié l'orthographe et a préféré qu'on l'appelle Walter, plutôt que Wolodymyr. Adolescent, Stadnik était connu comme le principal dealer de drogue de son lycée. Bien qu'il se débrouillait en cours de mécanique automobile au Hyde Park Secondary School, il était un étudiant globalement peu motivé. Ceux qui l'ont connu à cette époque le décrivaient comme un petit gars coriace et un bagarreur malgré sa petite taille. Très ambitieux, il a rejoint un gang de motards, les Cossacks, formé d'adolescents à Hamilton. Le 23 octobre 1970, Stadnik a été arrêté après qu'un policier a trouvé des comprimés de LSD dans sa poche. Il a été inculpé mais libéré sous caution. Peu de temps après, il a de nouveau été arrêté pour possession de hashish avec intention de distribution. Stadnik sera reconnu coupable de possession de drogue avec intention de vendre. Stadnik était initialement en bons termes avec son futur ennemi juré, Mario The Wop Parente, président du chapitre de Hamilton, du club de motards Sutton Shouse. Cependant, leur relation s'est détériorée lorsque Parente aurait refusé que Stadnik rejoigne le club, estimant qu'il était trop petit. Dans les années 60 et 70, Sutton Shouse était le club de motards le plus puissant de l'Ontario. En 1973, les Hells Angels ont proposé à Bernie Windon, président national de Sutton Shouse, de permettre à son club de devenir une branche des Hells Angels. Fier de son identité canadienne, Windon a refusé, préférant que son club reste indépendant. Ne pouvant intégrer Sutton Shouse, Stadnik a rejoint le club des Wild Ones en 1977, un groupe plus prestigieux que les Cossacks. Ce changement représentait une progression pour lui. Stadnik se faisait remarquer par son attitude discrète. Il ne fumait pas, ne consommait pas de drogue et buvait avec modération. Le 1er juillet 1977, Parente et le reste du chapitre de Hamilton de Sutton Shouse ont rejoint les Outlaws, un club désireux de s'étendre au Canada. Plus tard, le 5 décembre 1977, les Popeyes de Montréal, considérés comme le club de motards le plus violent du Québec, sont devenus le premier chapitre canadien des Hells Angels. Le 17 février 1978, une guerre de motards a éclaté entre les Outlaws et les Hells Angels après que Yves Apache Trudeau, un Hells Angels, a tiré sur 2 membres des Outlaws à Montréal en tuant un. En 1978, Stadnik était devenu le leader des Wild Ones. Dans les années 70, les clubs de motards étaient largement subordonnés à la mafia et à d'autres organisations. Ces groupes utilisaient les motards pour effectuer des basses besognes, qu'ils préféraient éviter. Les Wild Ones servaient de sous-traitants pour la mafia, notamment en posant des bombes dans des entreprises refusant de payer. À Hamilton, les Wild Ones étaient perçus comme un club de motards de moindre envergure. Leur existence était tolérée par le chapitre des Outlaws, qui ne les considérait pas comme une menace. En 1978, Stadnik a contacté Yves Buteau, président national des Hells Angels Canada, pour discuter de la possibilité que les Wild Ones deviennent le premier chapitre des Hells Angels en Ontario. En réponse à cette alliance naissante, le chapitre de Hamilton des Outlaws a lancé une violente offensive contre les Wild Ones. Entre 1978 et 1979, 5 membres des Wild Ones ont été tués, ce qui a finalement conduit à la dissolution du gang. En octobre 1978, Stadnik se rend à Montréal pour rencontrer Yves Buteau et les autres dirigeants des Hells Angels. Lors de ce séjour, il survit au massacre du Tourbillon le 12 octobre 1978, lorsque les Outlaws ont pris d'assaut le bar Le Tourbillon pour attaquer les Hells Angels et les Wild Ones qui s'y réunissaient. L'assaut a fait 3 morts, un Hells Angels et 2 membres des Wild Ones. 2 Outlaws américains, l'un venu de Miami et l'autre de Détroit, avaient suivi les Hells Angels avant d'entrer dans le bar. Alors que Louis Tiwi Lapierre, un Hells Angels, s'était levé pour confronter les 2 hommes, l'un d'eux a sorti un pistolet, tandis que l'autre dégainait un fusil à canon scié, ouvrant le feu sur le groupe. Jean Brochu, un Hells Angels, a été tué, tandis que Lapierre et un autre membre, Bruno Coulombe, ont été grièvement blessés. Du côté des Wild Ones, George Chico Musso et Gary Gator Davis ont perdu la vie. Stadnik a survécu en se cachant sous une table. Apprenant que Roland Roxy du Temple, membre du chapitre des Outlaws de Montréal, avait engagé les Outlaws américains, Buteau a envoyé son assassin de confiance, Yves Trudeau, pour le neutraliser. Du Temple a été tué par une bombe placée dans sa voiture le 29 mars 1979. De retour à Hamilton, Stadnik découvre que son gang, les Wild Ones, a décidé de se dissoudre. Refusant d'abandonner, il choisit de continuer son parcours en tant que Hells Angels, opérant principalement à Montréal, tout en restant actif mais isolé à Hamilton. Malgré son incapacité à parler français,
Stanick rejoint le chapitre maire des Hells Angels de Montréal Sud et gravit rapidement les échelons. Il reçoit son insigne complet le 26 mai 1982. En décembre 82, Stanick retourne à Hamilton après avoir vécu plusieurs années à Montréal. Il est accompagné de Noel Frenchy Mayhew, un ancien membre des Wild Ones devenu Hells Angels qui avait servi d'interprète à Stanick durant son séjour à Montréal. Malgré les consignes strictes de Stanick d'éviter d'attirer l'attention, Mayhew, en compagnie de sa petite amie stripteaseuse Connie, entame une longue frénésie de consommation de drogue. Les frénésies ternissent gravement l'image des Hells Angels en Ontario, les faisant passer pour incontrôlables et dangereux. En conséquence, Stanick doit suspendre temporairement ses efforts pour établir un chapitre des Hells Angels dans la région. En juillet 83, Yves Buteau, président national des Hells Angels, élargit l'influence du club en dehors du Québec, en persuadant les Satan's Angels, un gang de motards fort de 3 chapitres en Colombie-Britannique, de rejoindre les Hells Angels. Le 17 juillet 1983, alors qu'il traverse le nord de l'Ontario, Mario The Wop Parente, président des Outlaws, aperçoit deux Hells Angels montréalais, Michel Jinx Jeuneste et Jean-Marc Nadeau, à bord d'un autobus en direction de Vancouver pour assister à la cérémonie d'intégration. Furieux, Parente et d'autres membres des Outlaws interceptent l'autobus lors d'un arrêt à un café et ouvrent le feu dans une tentative d'assassiner les deux Hells Angels. Bien que personne ne soit tué, cet incident illustre à quel point Parente s'opposait à l'implantation des Hells Angels en Ontario. Le 21 juillet 1983, la cérémonie d'intégration a lieu à Vancouver, établissant officiellement les Hells Angels en Colombie-Britannique. Le 8 septembre 1983, Yves Buteau, le mentor de Stanick et président national des Hells Angels, est assassiné par Gino Goudreau, un membre des Outlaws à Longueuil. Cet événement qui choque le monde des motards semble marquer un coup d'arrêt pour la carrière de Stanick. Son incapacité à parler français dans un club alors majoritairement francophone laisse penser qu'il ne pourra pas jouer un rôle majeur dans l'organisation. Au moment de son assassinat, Buteau rencontrait Guy Gilbert, un émissaire du chapitre de Kitchener des Sutton Shows, pour discuter de l'intégration de ce dernier aux Hells Angels. Gilbert est également tué par Goudreau lors de cette attaque. Malgré la perte de Buteau, Michel Sky Langlois, le nouveau président national des Hells Angels et son bras droit Régent Zigzag Lessard, identifient Stanick comme leur meilleur espoir pour implanter durablement le club en Ontario. C'est à cette période que Stanick commence à arborer un insigne 50-50 que les autorités associent à ceux qui tuent pour le compte du gang. Dans le contexte de l'époque, Hamilton est dominé par 3 familles mafieuses, les Papalia, les Musitano et les Lupino, ainsi que par le chapitre local des Outlaws. Ces forces rendent la ville particulièrement dangereuse pour Stanick, l'obligeant à agir avec prudence et à maintenir un profil bas. Johnny Papalia, chef de la famille Papalia et figure redoutée de la mafia canadienne, est connu pour son mépris des motards. Il fait clairement savoir qu'il s'oppose à l'établissement d'un chapitre des Hells Angels à Hamilton, créant un obstacle supplémentaire pour Stanick dans ses efforts d'expansion. Le 8 septembre 1984, Stanick est gravement blessé dans un accident de la route alors qu'il se rend à un service commémoratif pour Yves Buteau. L'accident provoque un incendie, laissant Stanick avec des brûlures au 3e degré sur une grande partie de son corps. Les blessures sont particulièrement sévères pour lui. Après un bref passage dans un hôpital à Montréal, où la barrière linguistique avec les infirmières francophones l'exaspère, il demande à être transféré à Hamilton, sa ville natale. Craignant que son ami juré Giovanni Parente, chef des Outlaws à Hamilton, ne tente de l'assassiner, Stanick sollicite la protection de la police locale. Stanick est protégé par la police de Hamilton pendant la nuit, tandis que des membres du gang de la 13e tribu, dirigé par David Wolf Carroll, assurent sa sécurité durant la journée. En guise de récompense pour leur protection, la 13e tribu est autorisée à rejoindre les Hells Angels le 5 décembre 1984, devenant le premier chapitre des Hells Angels dans les provinces atlantiques du Canada. Cet événement consolide davantage l'expansion des Hells Angels. Cependant, l'accident laisse Stanick marqué physiquement et psychologiquement. Il semble adopter une attitude plus discrète, bien que son influence dans le club continue de croître. En 1986, Stanick s'était installé dans un parc de caravanes. Loin de l'image stéréotypée du motard bruyant, il se fondait parfaitement dans le décor de la petite communauté. Stanick se montrait extrêmement prudent dans ses activités. Il discutait exclusivement à l'extérieur avec ses confrères motards pour éviter les dispositifs d'écoute installés par la police. Bien qu'il ne soit pas officiellement propriétaire du bar Rebel Roadhouse Hamilton, il en était le gestionnaire officieux et l'utilisait comme quartier général. Une source policière affirme:
Il avait un bureau à l'arrière, à travers la cuisine. C'était un endroit idéal pour accueillir des Hells de passage. Le bar servait aussi de lieu stratégique pour ses affaires. Cette position influente faisait de Stanick une cible. Les Outlaws avaient même planifié de l'assassiner en utilisant un lance-roquettes pour attaquer le rebelle Roadhouse. Cependant, la police réussit à déjouer son complot en arrêtant les membres impliqués avant qu'ils ne passent à l'acte. C'est également en 86 que Stanick rencontra Maurice Môme Boucher, un autre membre influent des Hells Angels au chapitre maire de Montréal. Malgré la barrière linguistique, Stanick ne parlant pas français et Boucher pas anglais, les deux hommes formèrent une amitié solide grâce à des traducteurs. Cette relation s'intensifia après que Boucher devient un membre à part entière des Hells Angels le 1er mai 1987. Dès lors, les deux hommes commencèrent à collaborer étroitement, ouvrant la voie à des alliances qui allaient marquer l'histoire des Hells Angels au Canada. En 1987, Stanick se rendit à Toronto pour tenter de convaincre le club de motards Outlaws des Vagabonds de rejoindre les Hells Angels. Le club des Vagabonds compte environ 70 membres et était très impliqué dans le trafic de drogue de la ville. Leur président, Donald Snorkel Melanson, semblait disposé à rejoindre les Hells Angels, et comme prélude à cette union, il accepta de ne se procurer sa cocaïne que auprès du chapitre maire de Montréal des Hells Angels. Cependant, le surnom de Melanson, lié à sa pratique de sniffer de la cocaïne avec un tuba, semblait également décrire sa mauvaise gestion. Il consomma une grande partie de la cocaïne qu'il devait vendre, accumulant une dette de $80 000 envers les Hells Angels. Désespéré, Melanson contracta un prêt en hypothéquant sa maison et contacta les Hells Angels pour leur dire qu'il avait $50 000 de la dette qu'il pouvait leur remettre. Il leur proposa de se rencontrer dans une chambre d'hôtel en promettant de régler le reste de la somme dans les plus brefs délais. Le soir du 2 septembre 87, Melanson se rendit à l'hôtel pour remettre l'argent. Le lendemain matin, les employés de l'hôtel trouvèrent son corps et l'argent avait disparu. Le meurtre de Melanson eut des répercussions durables, semant la méfiance et l'animosité envers les Hells Angels et les Vagabonds, ce qui fit avorter les plans d'intégration du club. Quelques mois plus tard, le 5 novembre 87, Stanick fut arrêté pour la première fois depuis 71, mais cette arrestation fut relativement mineure. Il fut simplement accusé de conduire en état d'ivresse et reçut une amende de $750. Une circonstance favorable pour Stanick fut la condamnation de son ennemi juré Parente, président des Outlaws pour homicide involontaire, à la suite de la mort de Jimmy Lewis. Cette victoire juridique marqua un tournant dans la lutte entre les deux clans. En 88, à la suite de la fuite de Michel Sky Langlois au Maroc pour échapper à des accusations de meurtre au premier degré liées au massacre de Lennoxville en 85, Stanick fut choisi pour devenir le président national des Hells Angels au Canada. L'affaire de Lennoxville avait gravement affaibli les Hells Angels au Québec. Leur tueur d'élite, Yves Trudeau, avait retourné sa veste et avait témoigné contre de nombreux membres du club, dont certains avaient été condamnés à la suite de ces révélations. Au moment de la nomination de Stanick, la situation des Hells Angels au Canada était critique. Sur les 50 membres du club au Québec, 19 étaient en prison après avoir été condamnés pour meurtre grâce au témoignage de Trudeau. 13 autres membres dont le prédécesseur de Stanick, Langlois, étaient en fuite, cherchant à échapper aux accusations de meurtre. De plus, 5 autres étaient incarcérés en attendant leur procès pour meurtre. Face à cette situation désespérée, les Hells Angels virent en Stanick un choix par défaut, un homme qui avait l'ancienneté et l'intelligence nécessaires pour redresser la situation et développer le club dans d'autres provinces. À cette époque, bien que plusieurs chapitres se trouvaient au Québec, il y avait également 3 chapitres en Colombie-Britannique et un en Nouvelle-Écosse. Ce fut à Stanick qu'incombait la lourde tâche de restaurer l'image du club et de l'étendre à travers le Canada. Lorsqu'il devient président national des Hells Angels du Canada en 1988, Stanick met immédiatement en place une structure de leadership en nommant Maurice Môme Boucher comme son lieutenant pour le Québec. Ce dernier se voit confier la gestion des opérations des Hells Angels dans la province tandis que Stanick se concentre sur l'expansion du club dans le reste du pays. L'une de ses premières actions en tant que président fut de se rendre à Québec avec Boucher le 28 mai 1988 pour rencontrer les dirigeants des Vikings, un club de motards. La réunion fut si concluante que les Vikings acceptèrent de patcher et de rejoindre les Hells Angels, établissant ainsi le chapitre de Québec. Le 23 août 1988, Stanick fut arrêté chez Douglas Freeborn, un ancien membre de Satan Shows et un important trafiquant de drogue à Hamilton. La police trouva avec lui du hashish,
ce qui conduisit à des accusations de trafic de drogue. Cependant, les charges furent abandonnées après que Freeborn ait juré en cours que la drogue lui appartenait et que Stadnik n'y était pour rien. Stadnik nia être le président national, affirmant que ce titre lui avait été attribué par les médias en raison de l'attention qu'il recevait. En 1990, la police des provinces du Québec et de l'Ontario commence à surveiller de près Stadnik, qu'il considérait comme l'un des Hells Angels les plus dangereux du pays. Dans les années 90, Stadnik met en œuvre une stratégie méticuleuse pour contrôler l'ensemble du réseau de distribution de drogue au Canada. En particulier, il concentre ses efforts sur les provinces des Prairies, où la majorité des drogues proviennent de Montréal et arrivent par l'Ontario. Winnipeg devient un point stratégique clé pour l'acheminement de la drogue dans ces provinces, ce qui pousse Stadnik à accorder une grande importance à la domination du milieu criminel de la ville. Grâce à ses connexions à travers tout le pays, Stadnik devient l'ambassadeur des Hells Angels, voyageant constamment à travers le Canada pour recruter des motards et gérer le commerce de drogue. Il est reconnu pour son habileté à recruter les criminels les plus compétents, et il joue un rôle central dans la transformation des Hells Angels canadiens en une organisation bien structurée et moderne. Dans les cercles criminels, Stadnik est vu comme un expert pour repérer et attirer les talents. Les autres clubs de motards hors la loi étaient ravis de l'opportunité de rencontrer le président des Hells Angels canadiens, alors considéré comme le club de motards hors la loi le plus connu au monde. Ernie Dee, le président des Los Bravos, un club de motards de Winnipeg, plus tard transformé en un chapitre Hells Angels de la ville, résume l'importance de cette affiliation. Vous êtes passé de l'équipe de la ferme à la Ligue majeure. Contrairement à son lieutenant au Québec, Maurice Montboucher, qui privilégie une approche plus agressive et violente pour éliminer la concurrence, notamment le gang des Rock Machines dans la guerre des motards, Stadnik adopte une méthode plus diplomate. Son objectif est d'amener la majorité des autres clubs de motards canadiens à rejoindre les Hells Angels, tout en permettant aux autres clubs rivaux de se laisser flétrir et mourir. Dans les années 90, Stadnik adopte 3 stratégies clés pour l'expansion des Hells Angels. Recruter des criminels locaux pour fonder de nouveaux chapitres, envoyer des membres d'un chapitre existant dans une nouvelle ville pour en établir un autre, et patch-over, c'est-à-dire intégrer d'autres clubs de motards en leur offrant de rejoindre les Hells Angels. Bien qu'il utilise ces 3 méthodes, Stadnik privilégie le patch-over, une stratégie plus souple et diplomatique, qui permettait d'agrandir rapidement son réseau sans recourir à la violence. L'une des premières régions visées par Stadnik pour étendre les Hells Angels est le nord de l'Ontario. Cette zone est choisie en raison de la faible concurrence par rapport au sud de la province, où d'autres clubs de motards étaient déjà bien implantés. En établissant une forte présence dans le nord de l'Ontario, il crée un point d'entrée pour l'expansion des Hells Angels vers le sud de la province. Un des recrutements clés de Stadnik dans cette région fut celui de Donald Bam Bam Magnussen, un criminel redouté de Thunder Bay, connu pour sa brutalité et sa force physique impressionnante. Magnussen, un homme imposant, devient un membre essentiel du club et un acteur clé dans l'établissement de l'influence des Hells Angels dans le nord de l'Ontario. En 1991, lorsque l'ancien dirigeant des Sutton Shows, Bernie the Frog Windon, est libéré de prison, Stadnik est l'un des premiers à le rencontrer. Il lui propose d'intégrer les Sutton Shows dans les Hells Angels, une proposition que Windon refuse. Ce refus souligne la manière dont Stadnik, tout en étant diplomate, ne reculait pas face à la résistance lorsqu'il cherchait à consolider son pouvoir et étendre son empire. Le 26 juin 1992, Stadnik fut arrêté à l'aéroport international de Winnipeg, où la police découvrit plus de 80 000 $ en liquide qu'il transportait sur lui. Parmi cette somme, 15 000 $ étaient cachés dans la boucle de sa ceinture, révélant ainsi son habileté à dissimuler des fonds d'origine criminelle. Bien qu'il ait été inculpé pour avoir vécu des produits du crime organisé, les charges furent finalement abandonnées. Quelques mois plus tard, en août 92, Stadnik et Magnussen furent impliqués dans une altercation violente avec 2 policiers de Winnipeg en dehors de leurs heures de service. Bien que les charges d'agression aient été abandonnées, cet incident montra la nature impulsive et parfois violente des relations de Stadnik avec les autorités. En juin 1993, Stadnik se rendit à Wasaga Beach pour participer à une convention des Looners, un club de motards influents, et rencontrer leur leader, Frank Luntey. L'objectif de cette rencontre était d'inviter les Looners à rejoindre les Hells Angels. Bien que Stadnik n'appréciait pas Luntey personnellement, il savait que les Looners étaient un club clé en Ontario et constituaient un atout majeur pour son expansion. Cependant, la rencontre se termina mal, Luntey rejetant l'offre de Stadnik. Malgré ce refus, Stadnik persista à tenter de convaincre Luntey de rejoindre les Hells Angels tout au long de 1993 et 1994, sans succès.
Toutefois, il réussit à devenir le principal fournisseur de drogue des Looners, et certains rapports affirment qu'il aurait alimenté des rumeurs selon lesquelles Lanty volait dans son propre club, ce qui aurait mené à son expulsion en 1994. En 1993, juste avant le début de son procès pour avoir vécu des produits du crime prévu pour le 4 octobre, Stanick se retrouva au cœur d'une polémique médiatique. Le Winnipeg Sun publia un article sur lui, rédigé par la journaliste Mélanie Verhaeghe. Ce reportage attira l'attention sur ses activités criminelles et suscita des inquiétudes concernant la possibilité d'un procès équitable pour Stanick. Son avocat argumenta que la publication compromettait sa capacité à obtenir un procès impartial, demandant ainsi l'annulation des charges. Pendant cette période, Mélanie rapporta que Donald Bam Bam Magnussen, l'un des proches alliés de Stanick, la suivait constamment dans une tentative évidente de l'intimider. Dans un autre mouvement stratégique, l'avocat de Stanick tenta de contraindre la journaliste à révéler ses sources, affirmant qu'il avait constitué un dossier sur elle. Selon lui, Stanick avait même engagé un détective privé pour enquêter sur Mélanie, une tactique de pression psychologique visant à la dissuader de publier davantage d'articles nuisibles à son client. Cependant, la tentative de Stanick d'obliger Mélanie à divulguer ses sources fut un échec. Le juge refusa de suspendre les procédures en raison de l'article et rejeta la demande d'annulation du procès. Finalement, les charges furent abandonnées après qu'un règlement ait été trouvé. Durant les années 90, Stanick a fait de Winnipeg sa base d'opération où il a cherché à établir des liens avec les deux plus grands clubs de motards hors la loi de la ville, les Spartans, dirigés par Darwin Sylvester, et Los Bravos, sous la direction d'Ernie Day. En 1984, un pacte avait été signé entre le chapitre Satan Shows de Thunder Bay, les Grim Reapers d'Alberta et Los Bravos pour empêcher les Hells Angels de s'implanter dans l'Ouest canadien. Cependant, Stanick considérait Winnipeg comme le point faible de cette alliance et estimait que s'il parvenait à établir les Hells Angels dans cette ville, il pourrait ensuite étendre son influence vers l'Ouest canadien. Contrairement aux villes de Thunder Bay ou des régions où les Grim Reapers étaient actifs, Winnipeg n'était dominé que par deux clubs de motards. De plus, les deux groupes, les Spartans et Los Bravos, étaient principalement engagés dans des activités de vol de voitures. Pour les attirer dans son réseau, Stanick leur proposa une alternative plus lucrative, la vente de cocaïne, plus rentable et demandant moins de travail que le vol automobile. La majeure partie de la cocaïne au Canada arrivait à Montréal et Stanick offrit aux deux clubs de Winnipeg des prix compétitifs qui leur permettaient de réaliser des profits intéressants. En utilisant la rivalité entre les Spartans et Los Bravos à son avantage, Stanick réussit à établir progressivement l'influence des Hells Angels dans la ville. En 1993, il était suffisamment puissant pour imposer une trêve et mettre fin à la guerre entre motards qui déchirait Winnipeg depuis 1991. Entre 1991 et 1993, cette guerre avait engendré au moins 31 actes de violence. Initialement, Stanick favorisa les Spartans par rapport aux Los Bravos, ce qui poussa ces derniers à se tourner vers lui pour tenter de regagner son soutien. En janvier 1994, Stanick crée un club à Toronto, les Demon Keepers, dirigés par Danny Kane, tout en continuant ses efforts pour persuader les Satan Shows et les Paradise Riders de devenir des Hells Angels. Le 29 janvier 1994, les Demon Keepers quittèrent Montréal pour Toronto et s'installèrent dans un appartement de luxe. Les Demon Keepers, principalement des Franco-Canadiens, ayant des difficultés à parler anglais et des compétences sociales limitées, se démarquèrent rapidement dans la scène des motards. Leur existence fut courte et infructueuse. Ils ne parviennent pas à vendre une seule dose de drogue à Toronto. En avril 1994, le groupe se dissout de manière humiliante, ce qui poussa Kane à devenir informateur pour la GRC. Kane en vient à croire que Stanick avait orchestré l'échec des Demon Keepers pour le ridiculiser. Durant cette période, son principal rival au sein des Hells Angels était un Américain vivant à Montréal, Scott Steiner, un homme extrêmement ambitieux et agressif, qui aspirait à devenir le président national des Hells Angels. Steiner se moquait ouvertement de Stanick pour l'échec des Demon Keepers. Cette situation affaiblit la position de Stanick au sein du club, et Magnussen, ancien bras droit de Stanick, passa au service de Steiner en tant que garde du corps. Au cours de la guerre des motards du Québec, Stanick visita Montréal au moins une fois par mois pour consulter Mom Boucher, le leader des Hells du Québec. Lors de ces visites, Stanick était paranoïaque à l'idée d'être assassiné par le rival Rock Machine et séjournait toujours dans le clubhouse fortement fortifié des Hells Angels à Sorel. Stanick poursuivit également ses efforts pour attirer Satan Shows en Ontario.
Il se rendait souvent à Kitchener pour rencontrer André Wattell, le président local de Sutton Shows, qui était particulièrement intéressé par l'idée de rejoindre les Hells Angels. Stadnick se rendit aussi à Thunder Bay pour tenter d'attirer le chapitre local de Sutton Shows. Malgré ses efforts, le président national de Sutton Shows resta opposé à toute idée d'absorption par un club américain. Bien que la majorité des membres de Sutton Shows souhaitaient rejoindre les Hells Angels, Bernie Gwindon refusa fermement toute proposition tout au long des années 90. Le 24 juin 1995, Stadnick et son proche ami Maurice Boucher fondèrent le chapitre nomade avec 8 autres membres. Ce chapitre, qui n'avait pas de limite géographique, était destiné à devenir l'un des plus puissants et influents de l'organisation des Hells Angels au Canada. Les nomades étaient perçus comme une équipe de rêve, regroupant les Hells Angels les plus forts et les plus influents, et jouaient un rôle clé dans la domination des opérations des Hells Angels à travers tout le pays. Parmi ses membres, un groupe restreint, surnommé la Table, avait un pouvoir exclusif, celui de fixer les prix de la drogue. La Table contrôlait les aspects économiques des opérations des Hells Angels, avec un pouvoir considérable sur le marché de la drogue. En avril 1996, il a été rapporté que des coursiers de drogue transportaient régulièrement de la cocaïne de Montréal à Winnipeg, pour le compte de Stadnick. Lors de ses déplacements à Winnipeg, il était accompagné de Stéphane Sirois, un membre des Rockers qui servait de garde du corps. Ce dernier deviendra plus tard un informateur de la police et témoigna lors du procès de Stadnick en 2004. Selon Sirois, Stadnick lui confia en 1996 que son rêve était de faire des Hells Angels le seul club de motards du Canada, avec l'inscription Canada sur les bas de veste des membres, remplaçant ainsi les provinces traditionnelles. Sirois relata également que Stadnick cherchait à éliminer toute concurrence et voulait unifier les motards sous la bannière des Hells Angels, excluant tous les autres clubs. Stadnick se rendait également fréquemment à Saskatoon pour rencontrer les dirigeants du club des Rebels, dans le but de les convaincre de patcher et de devenir des Hells Angels. Cette stratégie visait à éliminer la concurrence dans le monde des motards et à renforcer l'influence des Hells Angels à travers le pays. Au cours des années 90, Stadnick se retrouva impliqué dans des conflits internes au sein des Hells Angels, notamment avec Scott Steiner. Selon les rapports de Kane, Stadnick et Steiner étaient fréquemment en désaccord. Un conflit qui s'intensifia lorsque Stadnick aurait voulu faire tuer le garde du corps de Steiner, Donald Bam Bam Magnussen. Ce dernier, dans une crise de rage alcoolisée lors d'une fête à Halifax le 12 mai 1996, avait tué David Boyko, un membre des Los Bravos. Cet acte, qui suscita la colère de Stadnick, compromit ses plans d'intégration des Los Bravos dans les Hells Angels, un groupe qu'il cherchait à patch over pour étendre son influence. Après avoir assisté aux funérailles de Boyko, Stadnick se vit refuser l'entrée dans le clubhouse des Los Bravos à West Winnipeg, les membres de ce gang étant désormais fortement opposés aux Hells Angels. L'incident mit un frein à ses projets d'expansion et contribua à accroître la tension entre les groupes criminels. En octobre 1996, Kane rapporta à la GRC que Stadnick lui avait proposé 10 000 $ pour tuer Magnussen, un signe de la violence qui caractérisait ses manœuvres pour affirmer sa domination. Le même mois, Stadnick confia à Kane qu'il avait failli être tué par les Outlaws lors d'une tentative d'attaque à Hamilton. Selon Stadnick, il avait été intercepté à un feu rouge par un autre membre des Outlaws, un homme de grande taille qui tenta de l'attraper avant que Stadnick ne prenne la fuite à grande vitesse après avoir aperçu une arme à feu dans le véhicule de l'assaillant. En dépit de sa résidence à Hamilton et de sa rivalité avec Parenté, Stadnick choisit de ne jamais établir de chapitre de Hells dans sa ville natale. Selon l'inspecteur Steve Passy, Stadnick évitait ainsi d'attirer l'attention des médias et des forces de l'ordre, choisissant de mener ses affaires dans l'ombre pour ne pas augmenter la pression sur lui-même. La décision de Stadnick de ne pas ouvrir de chapitre à Hamilton fut également motivée par son désir de maintenir son entreprise criminelle discrète. Stadnick, bien qu'il ne fût pas officiellement employé, possédait une maison d'une valeur de 156 000 $, ce qui témoigne de ses revenus douteux, et ses affaires étaient gérées avec un réseau de soutien solide, notamment son bras droit nommé Donald Pup Stockford, un cascadeur et membre des Hells Angels, qui vivait dans la ville voisine d'Ancaster. Au début de 1997, les Loners, un groupe de motards, se scindèrent en deux factions. L'une restant fidèle au président national Jimmy Rasso et l'autre dirigée par Frank Grano, rejoignant les Paradise Riders. Selon des sources policières, Stadnick aurait joué un rôle dans cette scission, espérant ainsi créer un club plus favorable aux Hells Angels. Ce genre de manœuvre stratégique visait à renforcer son influence et à affaiblir les groupes concurrents,
notamment en semant la division au sein de factions déjà établies. Le 31 mai 1997, Johnny Papalia, le chef de la famille Papalia, fut assassiné par Kenneth Murdoch, un tueur à gages engagé par la famille rivale Musitano, dirigé par Angelo et Pasquale Fat Pat Musitano. Le 23 juillet 1997, Murdoch assassina Carmen Barilaro, le bras droit de Papalia, éliminant ainsi les principales figures de la famille Papalia et créant un vide important dans le milieu criminel de Hamilton. Cet assassinat et la chute de Papalia marquèrent un tournant dans la lutte pour le contrôle des activités criminelles dans la région. Murdoch fut arrêté en 1998 et devient témoin de l'État après un accord de plaidoyer, ce qui mena en 2000 à la condamnation des frères Musitano sur la base de ses témoignages. Cette série de meurtres et l'affaiblissement de la famille Papalia ouvrirent la voie pour que Stanick et les Hells Angels prennent le contrôle de cette région stratégique. En l'absence de figures autoritaires comme Papalia pour s'opposer aux motards, Stanick se tourna vers un criminel local bien établi, Gerald Skinny Ward, un homme impliqué dans de nombreuses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, dans la péninsule du Niagara. Ward, qui avait été jugé 3 fois pour meurtre, dirigeait un gang criminel très actif dans la région de Wheeland. En juillet 1997, Stanick a réussi à persuader le gang des Grim Reapers de Calgary d'intégrer les Hells Angels, tout en ouvrant une nouvelle section des Hells à Edmonton. Cela a marqué un tournant décisif, les Hells Angels devenant ainsi le club de motards dominant en Alberta. Le 23 juillet 1997, Stanick a organisé une fête à Calgary, où les chapitres de Calgary et d'Edmonton des Grim Reapers ont rejoint les Hells Angels. Le 4 novembre 1997, un incident important marqua l'escalade des violences et des rivalités internes. Scott Steiner, accompagné de son garde du corps Donald Bam Bam Magnusson, a été vu pour la dernière fois quittant la maison des Lavigueur en direction de la rencontre avec Maurice Boucher. Leurs corps ont été retrouvés plus tard flottant dans le fleuve Saint-Laurent. Le 7 avril 1998, un événement marqua un tournant dans l'expansion des Hells Angels en Ontario. Jeffrey Labrache et Jody Hart, 2 leaders du gang des Outlaws, furent tués par balle alors qu'ils sortaient d'un club de striptease. Les tueurs étaient les frères Paul et Duane Lewis, tous 2 associés aux Hells Angels. Cet assassinat était le premier acte de violence de ce genre en Ontario, marquant une escalade dans les ambitions expansionnistes des Hells Angels, qui jusqu'à là étaient principalement actifs au Québec. Le meurtre de Labrache, président du chapitre des Outlaws de London, et de son acolyte Hart, a symbolisé la volonté des Hells Angels de s'impliquer plus profondément dans le territoire ontarien, affichant clairement leur intention de prendre le contrôle de la province. En juin 1998, un autre événement majeur survient. Le gang des Spartans se dissout après la disparition de leur leader Darwin Sylvester, qui est généralement considéré comme ayant été assassiné après une réunion à laquelle il avait assisté en mai 1998. La disparition de Sylvester a fragilisé les Spartans, et quelques mois plus tard, le chauffeur de Sylvester, Robert Rosmus, fut lui aussi tué. Ce contexte de violence et de perte de contrôle pour certains gangs a permis aux Hells Angels d'accentuer leur présence et leur influence. À ce moment-là, Stanick était devenu l'un des plus grands fournisseurs de drogue du Canada, notamment à Winnipeg, où il dominait le marché. En 1998, les autorités estimaient que Stanick approvisionnait pratiquement toutes les provinces des prairies en drogue, consolidant ainsi sa position au sommet du crime organisé canadien. Ce contrôle du marché de la drogue a permis aux Hells Angels d'étendre leur réseau tout en renforçant leur emprise sur la région. Durant l'été 1998, Stanick et l'ensemble du chapitre de Hells Angels de Sherbrooke se rendirent à Niagara Falls pour ce que la police s'appela un sommet criminel avec Gerald Skinny Ward, un chef de gang localement puissant mais non affilié aux motards. Ward, qui était un important trafiquant de drogue, achetait sa cocaïne de la famille Magadino de Buffalo, New York, et contrôlait une large portion du marché de la drogue dans la péninsule de Niagara. À ce moment, il fut convenu que Ward achèterait désormais ses drogues uniquement auprès des Hells Angels, marquant ainsi l'influence croissante des Hells Angels dans la région. Le fait que Stanick ait amené tout le chapitre de Sherbrooke, l'un des plus violents à Niagara Falls, a été perçu comme une forme de pression subtile et d'intimidation. Selon un officier de police, Ward n'a probablement pas eu d'autre choix que de se soumettre à la proposition des Hells Angels, sachant que refuser aurait pu entraîner une répression violente. Bien que le gang de Ward n'ait officiellement rejoint les Hells Angels qu'en 2000, leur affiliation informelle avec le groupe a commencé dès 1998, renforçant ainsi la position dominante des Hells Angels dans la région. En août 1998, un événement appelé Rodeo se déroula au bord du lac Simcoe, organisé par les Loners, et auquel assistèrent des membres de divers gangs de motards,
dont Saturn Shows, Red Devils, Vagabond, Last Chance et Paradise Riders. L'événement fut perturbé lorsque le chapitre des Nomades, l'élite des Hells Angels menée par Stadnik, fit une entrée fracassante. Leur présence marqua un tournant dans la scène des motards ontariens. Il devenait désormais évident que les Hells Angels allaient s'impliquer activement en Ontario. Le 7 septembre 1998, Stadnik réussit à convaincre le gang des rebelles de Saskatoon de les rejoindre, permettant ainsi aux Hells Angels d'étendre leur emprise sur la province de la Saskatchewan. D'ici la fin de 1998, seuls le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve restaient sans chapitre des Hells Angels, une absence qui serait rapidement corrigée dans les années à venir. En mai 1999, Stadnik invita Glenn Atkinson et Pietro Pepe Barilla des Looners à le rencontrer au clubhouse du chapitre de Hells Angels de Sherbrooke. Selon lui, les relations difficiles entre les Looners et les Paradise Riders de Toronto étaient une source de préoccupation. Lors de cette rencontre, Atkinson, le secrétaire des Looners, fut stupéfait par la grandeur du clubhouse qui ressemblait davantage à un hôtel de luxe qu'à un simple repère de motards. Il fut également impressionné par la connaissance approfondie que Stadnik avait de lui et des autres membres des Looners, mentionnant même les adresses et les noms de leurs femmes et petites amies, ce que Atkinson interpréta comme une menace. Le lieutenant de Stadnik, David Wolf Carroll, menaça encore davantage en exigeant des explications sur l'absence du président des Looners, Gennaro Jimmy Rasso. Stadnik tenta de convaincre le gang des Looners d'Ontario de patchover, mais Wayne Celestin, le président du chapitre de Saint-Thomas, s'opposa fermement à cette idée. Celestin expulsa tous les membres des Looners qui désiraient rejoindre les Hells Angels, allant jusqu'à faire battre et matraquer un membre favorable aux Angels avant de l'expulser. Jimmy Coste et son frère John tentèrent de fomenter une mutinerie contre Celestin en soutenant les Hells Angels et en poussant à un renversement de pouvoir au sein du chapitre de Saint-Thomas. Le 22 octobre 1999, l'escalade de violence prit une tournure sanglante avec une tentative de meurtre de Celestin. Lors d'une fusillade, David Dirty McLeish, un Looner pro Hells Angels, et Philippe Gastonguay, un Hells Angels de Sherbrooke, ouvrirent le feu à la sortie d'un stop où Celestin était installé dans son camion. Bien que plusieurs balles aient frappé le véhicule de Celestin, il réussit à survivre à l'attaque. Cet incident marqua l'intensification des tensions entre les Looners et les Hells Angels, un conflit qui, selon The Globe and Mail, allait durer jusqu'en 2002 et qui serait caractérisé par une série de violences, de combats et de fusillades. En 1999, les Hells Angels approchèrent Danny Wolf, le leader emprisonné du gang Indian Pose, l'un des plus grands groupes criminels organisés de l'Ouest canadien. Les Hells lui proposèrent de devenir leur grossiste exclusif, vendant les drogues de l'Indian Pose, qu'ils distribueraient ensuite dans les rues. Toutefois, Wolf rejeta l'offre, estimant que l'Indian Pose devait être traité comme un égal des Hells Angels et non comme un subordonné. Dans une conversation téléphonique enregistrée par les autorités pénitentiaires, Wolf fut entendu en train de dire « On leur a juste dit « Eh mec, on va pas se mettre devant et on va pas se mettre derrière. On va se mettre côte à côte si on fait ça. » Ils voulaient le contrôle. On leur a juste dit non, et depuis ce moment-là, on a dû les repousser. Ce rejet marquait un point tournant dans la relation entre les deux groupes qui allait évoluer en une rivalité majeure. En juin 2000, la faction La Table des Nomades rencontra Vito Rizzuto, le chef de la plus puissante famille du Canada. Les Rizzuto dans un restaurant de Montréal pour négocier le prix de la cocaïne au Canada. Il fut convenu que le prix de la cocaïne serait de 50 000 $ par kilo et que Montréal serait divisé en territoires contrôlés par la famille Rizzuto et les Hells Angels afin d'éviter la concurrence entre les deux groupes criminels les plus puissants du pays. Toute personne vendant de la cocaïne pour moins de 50 000 $ le kilo s'exposerait à la mort. Stadnik avait créé un réseau de distribution de drogue stipulant que tous les chapitres des Hells Angels au Canada devaient acheter leur cocaïne et autres drogues directement auprès du chapitre des Nomades. La seule exception à cette règle était le chapitre de Sherbrooke, qui était autorisé à acheter de la cocaïne directement auprès de la famille Rizzuto. Ce modèle économique de franchise de Stadnik a été comparé à celui de McDonald's, permettant à d'autres gangs de motards de rejoindre les Hells Angels en échange de l'achat exclusif de leurs fournitures auprès de lui. Grâce à ce contrôle du marché de la drogue, les Hells Angels se sont progressivement transformés de simples garçons de course à de véritables courtiers de pouvoir, négociant directement avec la mafia. À l'aube du XXIe siècle, les 5 chapitres des Hells Angels en Colombie-Britannique étaient devenus les plus riches au monde,
contrôlant une grande partie du trafic de drogue vers les États-Unis. Le 21 juillet 2000, Stanick éleva le gang Los Bravos au statut de prospect. Le lendemain, Stanick fut observé entrant dans un club de striptease à Winnipeg, où il rencontra plusieurs présidents de chapitre de Satan Shows de l'Ontario. Lors de l'été 2000, il proposa au gang de motards de l'Ontario une offre irrésistible. Rejoindre les Hells Angels sans passer par les premières étapes, à condition qu'ils acceptent avant la fin de l'année. Cette proposition visait à contrer l'expansion des Rock Machines qui s'étaient implantées en Ontario en ouvrant 3 chapitres, tout en cherchant à rejoindre les Bandidos, un autre des grands 4 clubs de motards américains. Face à cette menace, Stanick exerça une pression sur les gangs ontariens pour les inciter à rejoindre les Hells Angels. Le 22 décembre 2000, Stanick organisa l'intégration des gangsters de Los Bravos comme membres à part entière des Hells Angels, après seulement 5 mois d'attente en tant que prospect, au lieu de l'année habituelle. Le 29 décembre 2000, Stanick organisa un patchover massif à Montréal où divers gangs de motards de l'Ontario rejoignirent les Hells Angels. Le 29 décembre 2000, une cérémonie très médiatisée eut lieu dans le clubhouse du chapitre maire des Hells Angels à Sorel, au sud de Montréal, marquant un tournant majeur dans l'histoire des Hells Angels au Canada. En l'espace de quelques heures, les Hells Angels deviennent le club de motards hors-la-loi dominant d'Ontario. À la suite de ce patchover massif, l'Ontario, et particulièrement la région du Grand Toronto, passa de l'absence totale de chapitres des Hells Angels à la plus forte concentration de chapitres des Hells au monde. En termes de nombre, les Hells canadiens étaient désormais devancés uniquement par leurs homologues américains. Ce patchover massif fut un coup de maître stratégique de la part de Stanick, soutenu par l'approbation des dirigeants américains des Hells Angels. Il en résulta une domination totale du marché ontarien, offrant à Stanick et aux Hells Angels un contrôle sans précédent sur l'Ontario. Ce fut un événement marquant dans l'histoire des Hells Angels qui permit à l'organisation de solidifier sa position comme l'un des clubs de motards les plus puissants et influents au monde. La décision d'admettre Ward et son gang comme le chapitre des Hells pour la péninsule de Niagara, malgré le fait que Ward ne soit pas un motard et ne sache pas conduire une moto, souleva des rancœurs parmi certains membres. Cela obligea Stanick à se rendre à Toronto, où il annonça que le nouveau chapitre du Niagara, devenu le gang de Ward, serait constitué uniquement de prospects, au lieu de membres à part entière. Cette décision ne fut pas bien accueillie, mais Stanick avait ses raisons stratégiques. Sous la direction de Ward, le chapitre du Niagara devient le plus riche de l'Ontario, Ward ayant pratiquement un monopole sur la vente de cocaïne dans la région. Les forces de l'ordre estimaient que Ward et son chapitre étaient responsables de la vente d'environ 75% de la cocaïne dans la péninsule du Niagara. Cette concentration de pouvoir dans les mains d'un seul chapitre offrait aux Hells Angels une influence considérable dans une zone clé de l'Ontario. Malgré cette expansion rapide, Stanick refusa toujours d'ouvrir un chapitre des Hells à Hamilton, bien que la ville compta déjà 11 membres, tous affiliés au chapitre de Montréal, Toronto et Kitchener. Passy, un proche de Stanick, expliqua que l'influence des Hells Angels était plus subtile et se déroulait en coulisses, plutôt qu'en faisant preuve d'une présence ostentatoire. Stanick préférait maintenir une image respectable à Hamilton, notamment en conduisant chaque dimanche ses parents âgés à l'église catholique uniate locale, un geste qui contrastait avec l'image violente des Hells Angels. Le 28 mars 2001, dans le cadre de l'opération Printemps, une vaste répression policière contre les Hells Angels, un mandat d'arrêt fut lancé contre Walter Stanick. Alors que les autorités canadiennes cherchaient Stanick sur leur territoire, il se trouvait en réalité en Jamaïque. Il fut arrêté dans le complexe hôtelier de Montego Bay, où il séjournait à la suite d'une demande d'extradition du Canada. Stanick ne contesta pas son extradition vers le Canada et retourna au pays le 10 avril 2001. Dans le cadre de l'opération Printemps, les policiers saisissent également les registres de la Banque des Nomades à Montréal. Ces documents révélèrent ainsi que le pseudonyme de Stanick était Gertrude et que entre le 30 mars 1999 et le 19 décembre 2000, les Nomades avaient vendu pour 111,5 millions de dollars de cocaïne et de hashish à travers le Canada. Les registres indiquèrent également que Stanick avait acheté 267 kg de cocaïne et 173 grammes de hashish d'une valeur de 11,1 millions de dollars directement auprès de la mafia, réalisant des profits d'environ 3 millions de dollars pendant cette période. En 2003, Stanick fut jugé pour 13 chefs de meurtre au premier degré, 3 chefs de tentative de meurtre, 1 chef de complot pour commettre un meurtre, 2 chefs de trafic de stupéfiants et 2 chefs de tentative de contrebande de stupéfiants.
Lors de son procès à Montréal, Stanick choisit d'exercer son droit constitutionnel d'avoir un procès en anglais et engagea les avocats de défense Edward Grispan et Alan Gold. Le procureur de la couronne chargé de l'affaire était Randall Richmond. Grispan et Gold réussirent à retarder le procès en exigeant que la couronne traduise tous les documents, soit 500 000 pages et 10 CD de preuves en anglais. Cette demande fut refusée par le gouvernement du Québec car elle aurait coûté plus de 23 millions de dollars. Grispan et Gold firent appel à la Cour suprême du Canada qui refusa leur requête en janvier 2003, arguant que les deux avocats étaient bilingues et que le procès Stanick put commencer. Lors du procès, le procureur Richmond expliquait que Stanick et Stockford étaient des figures principales de l'ascension des Hells Angels, soulignant qu'ils étaient les principaux responsables de l'incorporation d'autres clubs de motards dans les Hells Angels en Ontario et au Manitoba. Richmond argumenta que Stanick était responsable de 13 meurtres de membres des Rock Machines, en raison de son rôle de chef. Tout comme un général est responsable des crimes de guerre commis par ses hommes, nous sommes convaincus que Stanick savait pour les meurtres et n'a rien fait pour les arrêter. Toutefois, le juge acquitta Stanick de tous les chefs d'accusation de meurtre, estimant que la couronne n'avait pas présenté suffisamment de preuves pour démontrer que Stanick avait ordonné ces meurtres. Le 13 septembre 2004, Walter Stanick fut condamné à 20 ans de prison pour une série d'infractions, notamment complot pour meurtre, trafic de drogue et participation à des activités criminelles de gang. Stanick fut transféré en 2006 et 2009 d'une prison à sécurité moyenne à une prison à sécurité maximale, à la suite de ses activités illégales de trafic et de prêts usuraires à grande échelle, dans une prison de la région de Kingston. Malgré son mode de vie criminel, Stanick n'avait jamais déclaré un revenu annuel supérieur à 35 000 $. Cependant, après sa condamnation, l'Agence du revenu du Canada entreprit un audit de ses revenus obtenus illégalement, qui étaient également assujettis à des taxes. En 2006, l'agence réévalua ses finances et lui demanda de payer 1,2 million de dollars en impôts dus. En 2008, Stanick déposa une demande de faillite personnelle, affirmant qu'il ne pouvait pas se permettre de payer ses arriérés fiscaux. Stanick fut libéré sous condition en juin 2014, mais il ne restera pas longtemps en probation. Moins d'un mois après sa libération, des soupçons émergent sur ses associations avec des personnes ayant des antécédents criminels, ainsi qu'avec des membres de clubs de motards. Cependant, il réussit à convaincre la Commission des libérations conditionnelles du Canada de rétablir sa liberté en décembre 2014. Les conditions de sa libération étaient strictes, notamment l'interdiction de fréquenter des personnes issues de gangs de motards ou de gangs de rue, de posséder plus d'un téléphone portable et de rendre des comptes détaillés sur ses communications, y compris les sites de médias sociaux qu'il visitait. Il ne pouvait pas consommer d'alcool, fréquenter des bars, ni posséder ou conduire une moto. Il devait également respecter un couvre-feu entre 21h et 6h. En raison de ses habitudes de consommation d'argent dans le trafic de drogue, la commission suivit de près ses revenus et ses dépenses. Une autre condition stipulait qu'il ne devait pas entrer au Québec. Stanick était décrit comme étant poli et respectueux en tant que détenu, mais refusait de reconnaître qu'il avait été un Hells Angels, ou de reconnaître sa culpabilité. En 2018, il fut rapporté que Stanick travaillait comme ouvrier du bâtiment. Walter Stanick a laissé un héritage durable en tant que dirigeant des Hells Angels, ayant élevé le club à un tel niveau de domination que celui-ci a continué à prospérer sans lui et est resté le club de motards hors-la-loi le plus puissant du Canada. Sous sa direction, les Hells Angels ont cessé d'être de simples sous-traitants de la mafia, un rôle qui jouait au début de la carrière de Stanick, pour devenir l'égal de la mafia en tant qu'organisation. Walter Stanick est connu comme l'un des leaders les plus influents de l'histoire des Hells Angels au Canada.